Bon appétit, une très belle journée à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. La prison d'Éton bloquée depuis ce matin, ses gardiens font barrage devant l'établissement pour obtenir davantage de moyens. Nous serons en direct dans un instant. Toute une époque dans l'histoire de Jo Boulou, le métallo de Dubaudou. Le livre sort aujourd'hui. Il raconte à travers le parcours de cet ouvrier engagé le Grenoble des années 40 jusqu'à nos jours. Et puis un mot sur la météo de ce jeudi, un ciel à peine voilé sur un soleil resplendissant. Les températures pourront atteindre 19 degrés. Mais on commence avec cette action des surveillants de la prison d'Éton en Savoie. Ils bloquent depuis ce matin l'accès au centre de détention pour réclamer des postes supplémentaires. Une action qui a eu des répercussions sur le procès à Grenoble de la Rix d'Échirolles. 3 des 12 prévenus n'ont en effet pas pu se rendre au palais de justice ce matin. À Jarweslati, Dominique Bourget. Aucune visite, aucune extraction de prévenus comme celle des 3 suspects dans le procès d'Échirolles. Le centre pénitentiaire d'Éton est complètement bloqué depuis 5h30 par les surveillants. Ils manifestent leur colère et dénoncent leurs conditions de travail. Pour ma part, j'étais à 49 heures supplémentaires et en novembre, le mois n'est pas fini et il est déjà à 44 heures supplémentaires. Donc stop, voilà, on a envie de conserver nos repos et puis de travailler donc sereinement, dans de bonnes conditions, en étant moins fatigué. Des heures supplémentaires dues à un manque de personnel selon eux. Près de 21 postes seraient vacants. Les agents qui exercent depuis parfois plus de 10 ans disent avoir vu leurs conditions de travail se dégrader. Quand j'ai commencé dans l'administration pénitentiaire, donc on avait tout ce qu'il fallait au niveau du personnel. Au jour d'aujourd'hui, on a 6 équipes d'agents qui tournent donc postées, donc en horaire décalé. Au départ, c'était des équipes de 12-13 agents et petit à petit, on est descendu à 10, 9, voire 8 agents par équipe. Pour le délégué syndical UFAP, il est urgent que la direction interrégionale des centres pénitentiaires réagisse. On manifeste contre la décision totalement dangereuse et catastrophique de Mme Annico, directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, qui a décidé de nous attribuer un stagiaire pour 23 vacances de poste. Les surveillants pénitentiaires ont tous pris sur leur repos pour protester car le droit de grève leur est interdit. Et nous rejoignons en direct d'Éton devant la prison notre journaliste Ager Weslati. Ager, où en est-on maintenant ? Alors ici, au centre pénitentiaire d'Éton, la situation est toujours bloquée. Les surveillants sont bien déterminés à poursuivre leur mouvement et se faire entendre. Ce que l'on sait, c'est que les gendarmes pourraient intervenir dans la journée et débloquer la situation. Merci Ager. Et ce blocage, je vous le disais, a eu des conséquences sur le procès de la Rix d'Échirolles, procès qui n'a pas pu reprendre ce matin puisque 3 des accusés se trouvent bloqués à la prison d'Éton. Jean-Christophe Solari, vous êtes au palais de justice. Est-ce qu'on sait comment va se dérouler le reste de cette journée ? Eh bien Aurélie, les débats doivent reprendre à 14h30. L'audience ne s'est pas déroulée ce matin. Les débats doivent reprendre si effectivement les 3 détenus d'Éton sont extraits de la prison. Vous savez, pour le président de la Cour, la présence de tous les accusés est une nécessité. Petit problème avec notre direct au palais de justice. Nous y reviendrons. Ils étaient nombreux hier à venir participer à la marche blanche organisée à Échirolles en mémoire de Grégory Baharizadeh. Grégory, 19 ans, tué jeudi dernier par arme blanche par un piéton, toujours en fuite. Un moment de recueillement pour ses amis et d'intense émotion pour sa famille. Xavier Schmitt, Vincent Abran. La douleur d'une mère. La mère de Grégory Baharizadeh laisse éclater sa peine sur les lieux où son fils a été poignardé à mort il y a 6 jours. C'est ici, devant une stèle improvisée, qu'aboutit la marche blanche. Le cortège rassemble une foule très nombreuse, 4000, 5000 personnes peut-être. Un grand élan de solidarité à la mémoire du jeune homme de 18 ans. Ça fait mal. Du coup, pour lui rendre hommage, il fallait absolument qu'on vienne pour marcher. C'est un hommage, un très grand hommage. Pour montrer ma peine que j'ai pour sa famille et pour soutenir tous les gens qu'il connaissait. La détresse des parents et des proches en tête du cortège suivent les centaines de personnes de toutes générations, habitants de la commune et alentours, le plus souvent silencieux. Beaucoup inquiets aussi devant la violence récurrente.
La violence, c'est quotidien actuellement, et là c'était vraiment gratuit, c'est une injustice totale. Et on connaît ce jeune homme par biais de nos enfants. Et c'est vraiment triste qu'actuellement, il y a des drames tous les jours, et celui-ci est très très important à mes yeux. Plus jamais ça. C'est aussi un message d'espoir que veulent lancer les participants de cette marche. Et on est là pour que ça ne reproduise plus, quoi. Plus jamais ça, quoi. C'est pour montrer qu'on veut que ça change, qu'on veut un demain meilleur. Le long cortège est encadré par les membres du club de foot des Chirolles. Grégory en faisait partie. Il allait fêter ses 19 ans. Et nous retournons au palais de justice retrouver Jean-Christophe Solari. Jean-Christophe, vous nous disiez que le procès ne peut pas se tenir si tous les accusés ne sont pas là. Non, effectivement, il ne s'est pas tenu ce matin. L'audience doit reprendre à 14h30 cet après-midi. Et effectivement, le président de la cour d'assises tient à ce que les 12 accusés soient présents. Le principe des débats devant la cour d'assises, c'est le principe du contradictoire. Il faut donc que tous les accusés aient connaissance de ce qu'il se dit à l'audience. Alors il y a bien la possibilité pour le greffe du tribunal de notifier par écrit le contenu de ce qui s'est dit, mais c'est un acte que le président préfère éviter pour la qualité des débats. Vous savez, devant un tribunal de cour d'assises, la vérité apparaît souvent par bribes, un peu comme un puzzle qui se reconstitue au fil des témoignages et de l'interrogatoire de l'accusé. Et ici, eh bien, les accusés sont au nombre de 12 et certains ne voudront certainement pas prendre la peine maximum, 30 ans de réclusion criminelle pour des crimes qu'ils n'auraient pas commis. Alors jusqu'à présent, c'est plutôt la loi du silence qui a été respectée, qui a régné sur ce groupe. Et pour que la parole se libère, eh bien, il faut que la justice maintienne la pression. Alors que va faire le président de la cour d'assises cet après-midi si les détenus ne sont toujours pas là? C'est encore une inconnue. Merci Jean-Christophe. Les élections régionales en Haute-Savoie, le MoDem tourne le dos aux Républicains. Antoine Vieillard, maire de Saint-Julien en Genevois, a fait savoir que sa fédération ne soutenait pas la liste conduite par Laurent Wauquiez. En cause, la désignation des candidats qui se serait faite sans l'accord des instances départementales de l'UDI et du Mouvement démocrate. Écoutez. Alors Laurent Wauquiez est un candidat un peu particulier pour les Républicains. Il appartient plutôt à l'aile droite des Républicains. Et donc, quand on a parlé d'un accord avec les Républicains, il y avait un certain nombre de garanties qui nous permettaient, pour notre part, d'assurer aux habitants centristes que les valeurs centristes soient prises en compte dans les décisions de la région. Or, dans la composition de la liste, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les effectifs qui permettent de garantir que toutes les décisions seront conformes aux valeurs centristes. Et puis, le choix des candidats n'a pas été fait par des instances centristes, mais a été sélectionné par les instances des Républicains. Et donc, il n'y a pas les garanties d'indépendance qui nous permettent, nous, de cautionner l'ensemble des décisions qui seront prises par une éventuelle majorité conduite par Laurent Wauquiez. Dans l'actualité également, ce plan anti-hold-up déployé dans l'agglomération d'Annemasse à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette mission de sécurisation vise à prévenir et dissuader les vols à main armée qui pourraient être commis dans les commerces. Tous les détails sur notre site internet alp.france3.fr. Allez, un peu de rêve, nous vous en parlions hier, la vente chez Sotheby's à Genève du Blue Moon, cet incroyable diamant bleu de plus de 12 carats. Un diamant adjugé à 45 millions d'euros. La suite de l'histoire avec Marie Michelier. Il mesure 1,5 cm par 1,3, mais il pèse lourd, très très lourd. Blue Moon Diamond, c'est son nom, un diamant de 12 carats d'un bleu intense et d'une qualité exceptionnelle, adjugé hier soir à Genève par la maison Sotheby's pour près de 45 millions d'euros. Un record, le prix le plus élevé au carat, jamais obtenu pour ce type de pierre précieuse. Son acheteur est un collectionneur de 64 ans, un milliardaire de Hong Kong, mania de l'immobilier condamné l'an passé pour corruption à Macao. Sitôt acheté, Blue Moon est rebaptisé The Blue Moon of Joséphine en hommage à sa fille de 7 ans. Une pierre bleue qui vient grossir la collection de la jeune demoiselle déjà agrémentée la veille de ce diamant rose vif monté en bague et renommé lui aussi Sweet Joséphine. 16 carats et un peu plus de 26 millions d'euros dépensés par son père. À l'âge où certaines petites filles jouent les princesses sous leur diadème de strass, Joséphine le fait aussi, mais à une différence près. Elle, c'est avec de vrais cailloux.
Une initiative à présent au cœur de la Chautagne, en Savoie. Premier coup de pelle cette semaine d'un site Naturopole. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement de regrouper des terres maraîchères autour d'une unité de transformation et d'une cuisine collective. Objectif, produire 6000 repas pour les cantines scolaires du bassin aixois. Serge Vorette, Maxime Kemener. Cette terre-là n'est que de l'herbage qui n'a jamais reçu de culture et c'est bien cela qui a particulièrement plu à l'association Naturopole 3D. Une terre quasi vierge pour produire, transformer et manger de la manière la plus raisonnée possible. Ça colle à l'actualité, hein. On reprend contact, on reprend racine avec les origines terriennes, avec la consommation de produits naturels hein, dont on a besoin. Hein. Et locaux ? Et locaux, c'est surtout ça. Sur 12 hectares, on va donc bientôt voir pousser ici de la culture maraîchère de première qualité, suivie de son unité de transformation, de sa cuisine collective, le tout à destination des crèches et des écoles du bassin aixois. Une cuisine comme celle-ci, située à La Roche-sur-Foron et qui fonctionne depuis 8 ans déjà, avec 40 producteurs locaux sur 80 sites scolaires, le tout dans un rayon maximum de 30 km. Quand on regarde autour de soi, il y a tout ce qu'il faut. Simplement, c'est une volonté d'entreprise d'aller se tourner vers des producteurs locaux. Derrière l'importance aussi de redonner du sens aux saisons, les producteurs locaux, on va forcément avoir des produits de saison. On n'aura pas de la tomate au mois de décembre. Et c'est parfaitement notre choix. Certes, ce type de repas a un coût, 20% plus cher, mais c'est le coût d'une nourriture saine et aussi de la revitalisation d'un territoire, la Chautagne, un peu trop longtemps préservée. La préservation, je dirais, c'est un bien et c'est un mal. C'est un mal vis-à-vis du développement. Cependant, c'est un bien parce qu'aujourd'hui, à une époque où justement on attache de plus en plus d'importance à la préservation de l'environnement, on est dans une croissance verte. À l'heure où la COP21 se prépare sur les estrades parisiennes, elle prend forme d'une certaine manière en Chautagne. Presque mi-novembre, c'est l'heure de vérité pour le safran, l'heure de la récolte à Besnay, surnommé le Petit Nice du département du Rhône pour son microclimat. Une famille s'est lancée depuis 3 ans dans la culture de cette épice. Un travail à la fois harassant, délicat et qui se cherche de nouvelles voies de valorisation. Aude Henry, Olivier Denoyel. Pour la voir fleurir, il lui faut un terrain en pente et lui laisser voir le soleil de son lever jusqu'au coucher. La fleur de safran, Serge Herbelot-Porte la cultive en famille depuis maintenant 3 ans. Et là, il est temps de récolter. C'est les différences de température. Ça veut dire c'est la journée chaude et la nuit froide. Comme on a en ce moment, c'est le top. C'est un travail pénible. 200 000 fleurs à ramasser. Un bulbe de fleurs de safran s'achète 50 centimes. Cette récolte représente donc 100 000 € d'investissement. Résultat escompté, 1 kg de safran qui se vend actuellement entre 30 et 40 000 €. Alors faites le calcul, l'or végétal réclame un brin de patience et sa culture n'est pas qu'un effet de mode. Non, on ne peut pas parler de mode. On parlera plus de revenir à de vrais produits du terroir. Comme la France, il faut savoir qu'il y a encore 200 ans, a été le premier pays producteur de safran au monde. Alors donc voilà, c'est simplement revenir à des produits qu'on a oubliés. À peine cueilli que la voilà sur la table familiale. Pas de temps à perdre pour le safran. Le travail se poursuit en famille et en toute délicatesse. Il faut émonder, séparer le pistil de la fleur sans le casser, ce qui est un gage de qualité. On cueille le matin et l'après-midi, on fait l'émondage. C'est comme ça qu'il n'y a pas de perte. C'est pas une fleur qui va se conserver pour se dire on y fera demain. Non, c'est tout de suite. La conservation de la fleur est aussi au cœur d'une autre problématique, celle de sa valorisation. Ces exploitants y travaillent comme ils cherchent de nouveaux débouchés pour leur safran. Le safran, on va le vendre beaucoup en tout ce qui va être restauration, paramédicale, tout ce qui est cosmétique. L'utilisation des pétales, elle, réclame encore quelques recherches. Mais pourquoi pas une huile essentielle qui apaiserait l'esprit tout en revitalisant le corps. Tout un programme en or végétal. Morzine Avoria exit de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace. En déplacement à Gap, les Hauts-Savoyards se sont inclinés 8-4 face aux Rapaces qui ont proposé un véritable festival offensif. Les Gapençais qui ont pu s'appuyer sur leur force collective. On écoute la réaction de l'entraîneur de Morzine.
avec l'équipe qu'on avait aujourd'hui, je pense que les joueurs ils ont bien travaillé, pas tout le temps utiliser leur tête, mais on doit juste dire Gap avec leur effectif aujourd'hui contre notre effectif aujourd'hui, Gap était meilleur. Cette belle histoire, pour terminer, celle de Jo Boulou, le métallo de Dubedou, comme on l'appelle, racontée par l'écrivain Pierre Frappa. L'essor de l'industrialisation, le laboratoire social, les JO de 68, c'est tout le Grenoble des années 40 à nos jours qu'il retrace à travers le parcours d'un ouvrier engagé. Nathalie Rapuc, Dominique Sommet. Georges Boulou, cet ouvrier grenoblois engagé syndicalement et politiquement, était surnommé Jo depuis sa plus tendre enfance, passé au cœur du quartier Saint-Bruno dans les années 40. Il a fait une scolarité dans ce quartier qui a été très médiocre. Il a été un très mauvais élève, il a raté son certificat d'études et puis il a eu une chance, il a été pris pour être apprenti ici à l'école atelier de l'usine Nerpic. Il avait 14 ans. Et un an plus tard, à 15 ans, autre chance de sa vie, dit-il, il a fait la rencontre d'un jeune prêtre qu'il a entraîné à la jeunesse ouvrière chrétienne. Et pour lui, ça a été une révélation et un peu comme une propulsion dans la trajectoire de sa vie militante. En 65, Hubert Dubedou est élu à la mairie de Grenoble. Il veut à ses côtés cet ouvrier qui est à la tête du Parti socialiste unifié. Son parti, le PSU, dont il était le dirigeant, a passé un accord avec le groupe d'action municipale, le GAM, d'Hubert Dubedou. Et tous les deux se sont entendus, plus qu'entendus, parce que Dubedou était persuadé que cet homme, cet ouvrier, il le lui fallait sur sa liste. Une biographie reconstituée à la façon d'un historien. Pierre Frappa, à travers le parcours de ce personnage de l'ombre, veut mettre en lumière tout un pan de l'histoire de Grenoble. L'industrialisation de Nerpic en passant par la ganterie, le militantisme, les luttes syndicales, la préparation des Jeux Olympiques. Il a joué un rôle important dans la vie grenobloise des années 1950, 60, 70, 80, 90 et surtout, c'était une magnifique personnalité. Il a fait 2 mandats aux côtés de Dubedou, durant lesquels il a participé au développement de quartiers comme la Villeneuve ou le village olympique. Boulou a été un des initiateurs de cette politique avec un objectif qu'on peut résumer en 2 mots, c'est mixité sociale. Mixité sociale ou utopie urbaine? L'auteur touche du doigt la complexité de ces quartiers, dévalorisés par une délinquance qui, même minoritaire, fait la une de l'actualité. Jo Boulou, quant à lui, aura vécu dans le village olympique jusqu'à sa mort en 2013. Avant de vous quitter, je vous rappelle cette information, le blocage depuis ce matin de la prison d'Éton en Savoie, blocage par des surveillants qui réclament des postes supplémentaires. Les forces de l'ordre pourraient intervenir d'un instant à l'autre pour dégager l'accès à l'établissement. Ce matin, devant les assises de l'Isère, le procès de la rixe des Chirolles n'a pas pu reprendre car 3 des accusés détenus à Éton n'ont pas pu être présentés. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre journal ce soir à 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Vous retrouverez ce soir à cette même place Christian Deville. Très bel après-midi et bon appétit si vous passez à table.